Peu de temps après le décès de mes grands-parents. Mes parents sont apparus en affirmant qu'ils possédaient la maison et m'ont dit de partir. Mais j'avais déjà sécurisé l'intégralité du domaine dans une fiducie et j'ai répondu que cela n'allait pas se produire. J'ai 28 ans et je n'aurais jamais pensé que je me battrais contre mon propre sang pour ce que mes grands-parents ont construit. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme en comptabilité, ma toute première priorité a été de m'assurer que leur domaine de 3 millions de dollars était solidement verrouillé dans une fiducie. Pourquoi? Parce que je regardais les vautours tourner depuis des années. Et ces vautours étaient mes parents et ma sœur. Pour vraiment comprendre pourquoi je suis allé si loin, vous devez connaître toute l'histoire. Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de propriété. Il s'agit de 2 décennies de manipulation. C'est aussi le sentiment d'avoir tous les droits. J'ai vu des personnes qui étaient censées être de la famille traiter les âmes les plus pures que j'ai jamais connues comme des distributeurs automatiques de billets. Alors accrochez-vous car cela devient chaotique. Mes grands-parents Frank et Dorothy Bennett m'ont élevé à partir de l'âge de 5 ans. Mes parents biologiques Gerald et Patricia m'ont littéralement déposé sur le pas de leur porte pour poursuivre de grandes carrières dans un autre état. Mais honnêtement ce qu'ils cherchaient vraiment était une vie sans responsabilité. Ils passaient d'un stratagème pour devenir riches rapidement à un autre. Chacun d'entre eux s'est effondré et a brûlé de façon spectaculaire. Je me souviens encore du jour où ils m'ont laissé. J'avais 5 ans. J'étais debout dans l'allée de mes grands-parents avec une petite valise et mon ours en peluche. Maman pleurait de fausses larmes pendant que papa n'arrêtait pas de regarder sa montre. C'est juste temporaire, n'arrêtait-il pas de dire. Il disait que c'était juste le temps de s'installer dans leurs nouveaux emplois. Ces nouveaux emplois consistaient à vendre un système de filtration d'eau miracle. Cela s'est avéré être un système pyramidal. Ils ont tout perdu en 6 mois. Mais à ce moment-là j'étais déjà installé avec Frank et Dorothy. Je les appelais déjà grand-mère et grand-père. Je me sentais déjà plus à la maison que je ne l'avais jamais été avec mes parents biologiques. La maison de mon enfance n'était pas n'importe quelle maison. C'était cette magnifique maison victorienne dans un quartier historique de Philadelphie. Elle a été construite en 1887 avec des boiseries d'origine. Elle avait des vitraux et un porche enveloppant qui grinçaient aux bons endroits. La maison appartenait à la famille de grand-père Frank depuis 3 générations. Son grand-père avait été un marchand prospère. Il l'avait construite pour sa famille grandissante. Elle s'était transmise au fil des ans. Chaque génération ajoutait sa propre touche tout en respectant le caractère d'origine. Et ce n'était pas seulement la maison. Il y avait 3 propriétés locatives. Mes grands-parents possédaient un duplex dans l'ouest de Philadelphie et 2 maisons de ville dans le sud de Philadelphie. Grand-père les avait achetées dans les années 1970 lorsque l'immobilier était abordable. Il les avait rénovées lui-même et les louait à des familles de travailleurs à des tarifs raisonnables. Il ne cherchait pas à s'enrichir sur le dos des locataires. Il voulait juste un revenu régulier et fournir un logement décent. Ces propriétés à elles seules valaient environ 800 000 $. Ensuite il y avait les investissements. Grand-père Frank avait travaillé pendant 42 ans comme comptable dans une entreprise sidérurgique. Il vivait modestement et épargnait de manière agressive. Il avait placé de l'argent dans des fonds indiciels et des obligations municipales. Il investissait aussi dans des actions de premier ordre. Rien de tape à accent grave-l'œil. Rien de risqué. C'était juste une croissance solide et régulière sur des décennies. Au moment où je suis venu vivre avec eux, leur portefeuille d'investissement valait près d'1 million. Au total le domaine valait environ 3 millions de $. Ce n'était pas une petite somme. Mais pour moi il n'a jamais été question d'argent. Cette maison était mon foyer. C'est là que j'ai appris ce que l'on ressentait vraiment avec une vraie famille. Chaque matin je me réveillais avec l'odeur des muffins fraîchement sortis du four de grand-mère Dorothy. Elle faisait ceux à la myrtille le lundi. Ceux aux pépites de chocolat étaient pour le vendredi. Et ceux à la banane aux noix étaient pour le mercredi. Elle avait tout un système de rotation. Debout mon petit tas des chiffres, criait-elle depuis la cuisine. C'était bien avant que je ne rêve même de devenir comptable. Le surnom a commencé quand j'avais 7 ans. J'avais passé un après-midi entier à trier mes cartes de baseball par statistique au lieu de jouer dehors. Grand-père Frank m'a appris à pêcher au parc local avec une patience infinie. Même quand je n'arrêtais pas d'emmêler ma ligne ou de faire tomber le seau d'appât dans l'eau. Il riait et démêlait tout pour me montrer à nouveau.
Patience Tyler, disait-il. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Trouve la bonne personne avec qui passer ta vie. Se précipiter n'aide jamais. Le soir nous nous asseyions dans la bibliothèque. Et oui, ils avaient une vraie bibliothèque. C'était une pièce entière bordée d'étagères du sol au plafond. Grand-père les avait construites lui-même. Chacun de nous avait son propre livre. Nous lisions dans un silence confortable. Nous partagions parfois des passages qui attiraient notre attention. Grand-père aimait les biographies historiques. Grand-mère préférait les mystères. J'ai tout lu des romans d'aventure aux journaux financiers par la suite. Les dimanches matins étaient sacrés. Grand-mère préparait un petit déjeuner élaboré. Elle faisait des œufs et du bacon. Il y avait des biscuits faits maison et une salade de fruits frais. Nous nous asseyions autour de la table de la salle à manger pendant des heures pour parler de tout. Nous parlions de l'actualité et de l'histoire. Nous discutions de ce que j'apprenais à l'école. Ils me traitaient comme un égal. Ils ne me prenaient jamais de haut. Ils étaient toujours intéressés par mes opinions même si je n'étais qu'un enfant. J'ai appris les valeurs qui ont façonné toute ma vie. L'honnêteté et le travail acharné étaient primordiaux. La responsabilité et l'intégrité étaient essentielles. Grand-père disait toujours, ta parole est ton engagement Tyler. Si tu la brises tu perds quelque chose que tu ne pourras jamais racheter. Il vivait selon ce principe. S'il disait à un locataire qu'il réparerait quelque chose, c'était réparé. S'il me promettait que nous irions pêcher le samedi, nous allions pêcher le samedi. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Grand-mère a toujours poussé pour l'éducation et l'indépendance. Une personne doit pouvoir se tenir sur ses propres deux pieds, disait-elle souvent. Elle le disait généralement en m'apprenant à cuisiner. Elle me l'enseignait en m'apprenant à équilibrer un chéquier ou à changer un pneu. Elle ajoutait, surtout quand les autres essaient de la faire tomber. Elle avait grandi pendant la dépression. Elle avait vu sa propre famille tout perdre. Elle était déterminée à ce que j'aie les compétences nécessaires pour survivre à tout ce que la vie me jetterait. J'étais loin de me douter à quel point ces mots s'avéreraient prophétiques. Ma relation avec mes parents biologiques et ma jeune sœur Lindsay était au mieux compliquée. En fait, compliqué est un mot trop généreux. Elle était fondamentalement inexistante sauf lorsqu'ils voulaient quelque chose. Ils apparaissaient peut-être 2 fois par an. C'était généralement vers Noël lorsque des cadeaux étaient attendus. Ils venaient aussi au hasard lorsqu'ils avaient besoin d'argent. J'ai appris à reconnaître le schéma. Papa appelait quelques jours à l'avance. Il était soudainement intéressé par la façon dont j'allais. Il posait des questions sur l'école et agissait comme un vrai père. Puis ils arrivaient avec ses grands sourires et des histoires élaborées. Ils parlaient de la nouvelle entreprise dans laquelle ils étaient impliqués. Chaque visite suivait le même scénario fatigué. D'abord venaient les marques d'affection exagérées. Les câlins duraient trop longtemps. Les compliments sonnaient creux. Les questions sur ma vie ne les intéressaient pas vraiment. Ensuite ils faisaient des observations désinvoltes sur la taille de la maison. Ils parlaient de la valeur que le quartier avait dû prendre. Ils faisaient des mentions subtiles des investissements de grand-père. Cela culminait avec une histoire larmoyante sur des dépenses imprévues. La voiture était tombée en panne. Il y avait des factures médicales pour une maladie mystérieuse. Une opportunité d'investissement avait juste besoin d'un peu de capital pour décoller. Il y avait des dépenses professionnelles que l'assurance ne couvrait pas. C'était toujours quelque chose. C'était toujours urgent. Cela nécessitait toujours de l'argent tout de suite. Et les demandes de prêt n'ont jamais été remboursées. Pas une seule fois en 23 ans. Je me souviens d'un Noël en particulier quand j'avais 12 ans. Papa a passé toute la visite à parler à grand-père de son dernier projet. Il voulait vendre des services juridiques prépayés au porte-à-porte. Il avait besoin de $5 000 pour acheter son territoire et démarrer. C'est la bonne papa, n'arrêtait-il pas de dire. C'est celle-ci qui va nous rendre riches. Grand-père lui a donné $3 000. En mars, l'entreprise avait été fermée par le procureur général de l'État pour fraude. Papa n'a jamais mentionné le fait de rembourser grand-père. Quand j'ai posé la question des années plus tard, grand-père a simplement secoué la tête. Certaines leçons coûtent de l'argent pour être apprises. J'ai appris que mon fils n'est doué ni pour les responsabilités ni pour l'argent. Papa avait déclaré faillite 2 fois avant que je n'aie 10 ans.
Une fois quand j'avais 6 ans et une fois quand j'avais 9 ans. Les 2 fois mes grands-parents ne l'ont découvert que lorsque des créanciers ont commencé à appeler chez eux pour le chercher. Ils avaient utilisé leur adresse pour diverses entreprises commerciales sans demander la permission. Maman était impliquée dans toutes sortes d'arnaques. Elle vendait des pilules amaigrissantes miracles. Elle proposait des abonnements de vacances à prix réduit et des huiles essentielles. Elle appelait grand-mère essoufflée d'excitation à propos de chaque nouvelle opportunité. Elle parlait de revenus à 6 chiffres et de retraite anticipée. 3 mois plus tard, elle pleurait sur la façon dont l'entreprise l'avait arnaquée. Elle racontait comment elle avait perdu de l'argent et comment ils avaient besoin d'aide pour se remettre sur pied. Ils vivaient largement au-dessus de leurs moyens. Ils chassaient toujours cette grande opportunité qui les rendrait enfin riches. Papa conduisait une Mercedes en location qu'il ne pouvait pas se permettre. Maman portait des vêtements de créateurs achetés avec des cartes de crédit qu'il ne pouvait pas rembourser. Il louait une maison de ville dans un quartier chic et disait aux gens qu'ils en étaient propriétaires. Ma sœur Lindsay a 7 ans de moins que moi. Elle a grandi en les observant et en apprenant tous les trucs de manipulation possibles. À l'adolescence, elle était passée maître dans l'art de se croire tout permis. Elle combinait leurs pires traits de caractère dans un ensemble cauchemardesque. Je me souviens d'un incident alors qu'elle avait 14 ans et moi 21 ans. J'étais de retour de l'université pour la fête de Thanksgiving. Grand-mère possédait ces broches anciennes que sa mère lui avait données. C'étaient de magnifiques pièces des années 1920. Elles ne valaient pas une fortune mais elles étaient inestimables sur le plan sentimental. Lindsay en a volé 3 pendant le dîner. Elle les a mises en gage le lendemain pour 2 cents dollars. Elle a utilisé l'argent pour acheter des billets de concert. Lorsque grand-mère a remarqué qu'elles avaient disparu et a posé des questions. Lindsay a pleuré et a dit qu'elle m'avait vu les regarder. Elle sous-entendait que je les avais prises. Mes parents m'ont immédiatement blâmé. Ils ne l'ont même pas remise en question. Ce n'est que lorsque le prêteur sur gage a appelé que la vérité a éclaté. Lindsay avait été assez stupide pour utiliser le nom de grand-mère. La réponse de mes parents a été choquante, ce n'est qu'une adolescente. Ils font des erreurs. Au moins elle ne les a pas cassées. Une autre fois Lindsay a utilisé le numéro de carte de crédit de grand-père. Elle l'avait mémorisé en le voyant traîner. Elle a acheté pour 1500 dollars de vêtements en ligne. Lorsque la facture est arrivée, elle a prétendu qu'elle pensait que c'était acceptable. Selon elle, la famille partage les choses. Maman l'a défendue. Elle affirmait que nous devrions lui enseigner la responsabilité financière et non la punir pour sa confusion. Grand-père a payé la facture. Il payait toujours. Mais je pouvais voir que cela l'épuisait. Il ressentait la déception de voir que son propre fils avait élevé une enfant aussi manipulatrice. Ta sœur devrait venir vivre avec nous aussi, a suggéré grand-mère un jour. C'était après une visite particulièrement horrible. Lindsay avait volé de l'argent dans mon portefeuille et essayé d'en rejeter la faute sur le facteur. Peut-être que si nous l'élevions, elle deviendrait différente. Mais mes parents ont refusé. Lindsay était leur bébé. Elle était l'enfant qu'ils parvenaient à éduquer parce que franchement elle exigeait si peu d'éducation réelle. Elle avait appris très tôt que les larmes et la manipulation lui permettaient d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Pourquoi renoncerait-il à cela? La vérité est que mes parents ne pouvaient pas s'occuper d'un enfant qui avait besoin de soins et d'attention véritables. C'est pour cela qu'ils m'avaient abandonné chez mes grands-parents en premier lieu. Mais Lindsay était facile. Elle se divertissait toute seule. Elle exigeait des choses au lieu de l'amour. Elle ne posait jamais de questions inconfortables sur les endroits où il disparaissait pendant des semaines. Au fur et à mesure que mes grands-parents vieillissaient et que leur santé déclinait, la dynamique familiale devenait de plus en plus tendue. J'étais à l'université à l'époque. Je partageais mon temps entre les cours et l'aide pour m'occuper d'eux. C'est à ce moment-là que l'intérêt de mes parents pour le domaine est devenu moins subtil et beaucoup plus agressif. Papa a commencé à appeler constamment pour poser des questions pointues. Il s'informait sur leur santé et leur testament. Il posait des questions sur leurs conseillers financiers. Maman envoyait par email des liens vers des maisons de retraite. Elle suggérait subtilement que la maison était trop grande à gérer pour eux. Chaque visite devenait stressante. Les rencontres étaient remplies de conversations à voix basse qui s'arrêtaient brusquement dès que j'entrais dans une pièce. Pendant toutes mes années d'école, j'ai excellé sur le plan académique. J'étais stimulé par le soutien indéfectible de mes grands-parents.
alors que d'autres enfants recevaient de nouveaux téléphones ou des vêtements à la mode. Mes grands-parents investissaient dans des livres et des abonnements à des musées. Ils payaient des voyages éducatifs. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel à la bibliothèque locale pour aider aux dépenses. Ils insistaient sur le fait que ce n'était pas nécessaire. Mais je voyais comment le coût des médicaments sur ordonnance et les taxes foncières pesaient sur leur revenu fixe. Ma décision d'étudier la comptabilité a été fortement influencée par un événement. C'est arrivé dans notre quartier lorsque j'étais en dernière année de lycée. Un couple de personnes âgées nommé Henderson a tout perdu. Leur fils les a convaincus de signer une procuration. Ensuite il a complètement vidé leur compte. L'impuissance et la trahison totale qu'ils ont vécue m'ont hanté. J'ai su alors que je voulais comprendre les finances assez bien pour prévenir ce genre d'injustice. C'était particulièrement important pour les personnes âgées vulnérables. L'université a été incroyablement difficile alors que la santé de mes grands-parents déclinait rapidement. Grand-père a développé de graves problèmes cardiaques nécessitant de multiples interventions chirurgicales. Grand-mère a reçu un diagnostic de démence à un stade précoce. J'ai choisi une université locale pour pouvoir vivre à la maison et aider à prendre soin d'eux. J'ai refusé des bourses pour des écoles plus prestigieuses ailleurs. Au cours de ma dernière année, je suivais des cours toute la journée. J'étudiais toute la nuit et je les conduisais à d'innombrables rendez-vous médicaux entre-temps. Grand-père avait des rendez-vous avec son cardiologue et son médecin traitant. Il voyait aussi un spécialiste pour sa fonction rénale. Grand-mère avait besoin de visites de contrôle régulières avec son neurologue. Elle passait divers tests pour surveiller la progression de sa démence. Je suis devenu un expert dans la lecture des formulaires d'assurance et la compréhension du jargon médical. Je défendais leurs intérêts auprès des médecins et des infirmières. J'ai appris quels médicaments ne pouvaient pas être pris ensemble. Je savais quels symptômes nécessitaient une attention immédiate. J'ai appris comment gérer grand-mère quand elle était confuse et effrayée. C'était absolument épuisant. Je me levais à 6:00 heure du matin pour aider grand-père avec ses médicaments du matin et son petit déjeuner. Je partais à 7:30 heure pour mon premier cours. Je rentrais à la maison à midi pour prendre de leurs nouvelles. Je retournais au cours de l'après-midi. Ensuite je passais les soirées à préparer le dîner et à aider avec les médicaments du soir. J'étudiais tard dans la nuit. Ma vie sociale était inexistante. Avoir des rendez-vous amoureux était impossible. Des amis de classe m'invitaient à sortir et je devais refuser. J'avais besoin d'être à la maison pour les horaires des médicaments. Mais ils avaient tellement sacrifié pour moi. C'était simplement ce que fait la famille. C'était à cela que ressemblait le véritable amour. Il faut être présent même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme universitaire a été doux amer. C'était une belle matinée de printemps en mai. C'était une de ces journées parfaites à Philadelphie où la température est idéale et où tout semble possible. J'étais debout là dans ma toge et mon mortier. Je balayais le public du regard depuis la zone de rassemblement. J'ai aperçu grand-père dans son fauteuil roulant. Sa bouteille d'oxygène bourdonnait à côté de lui. L'amener à la cérémonie avait été une entreprise majeure. J'avais loué une camionnette de transport médical. J'avais coordonné l'accessibilité au fauteuil roulant avec l'université. J'avais pris des dispositions pour de l'oxygène portable. Mais il avait insisté pour être là malgré les inquiétudes de son médecin. Grand-mère était assise à côté de lui. Elle était vêtue de ses plus beaux habits du dimanche. Elle semblait parfois confuse quant à l'endroit où nous nous trouvions. Mais elle souriait toujours largement lorsque nos regards se croisaient. Pendant la cérémonie, je la voyais poser des questions à grand-père. Elle se demandait probablement ce que nous faisions là. Il lui expliquait patiemment encore et encore que leur petit-fils obtenait son diplôme. Ils avaient insisté pour être présents malgré tout. Des chevaux sauvages ne pourraient pas nous tenir éloignés, avait déclaré grand-père ce matin-là. Je l'aidais à nouer sa cravate. Ses mains tremblaient trop pour y parvenir tout seul. Nous attendons ce jour depuis que tu as emménagé avec nous. Mes parents et Lindsay n'étaient nulle part encore une fois. Ils avaient reçu leurs invitations 4 mois à l'avance. C'étaient des invitations imprimées avec élégance car cette remise de diplôme était importante pour moi. Maman avait répondu oui à l'invitation. Elle avait même demandé à quelle heure arriver. Lindsay avait envoyé un message disant qu'elle ne manquerait cela pour rien au monde.
Le matin de la remise des diplômes, maman a envoyé un message à 7:00 heure, problème de voiture. Nous ne pourrons pas venir. Félicitations. Le problème de voiture. C'était leur excuse habituelle pour manquer les événements auxquels ils ne voulaient pas assister. J'avais cessé de croire à leurs excuses vers l'âge de 12 ans. Ce qui faisait mal n'était pas l'absence en soi. J'y étais habitué. C'était la cruauté désinvolte de la chose. C'était la façon dont ils ne prenaient même pas la peine d'inventer un mensonge créatif. Mais vous savez quoi? Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé cette scène pour recevoir mon diplôme. J'ai regardé le public et j'ai vu grand-père pleurer. Il pleurait vraiment. Des larmes coulaient sur son visage ridé. Grand-mère applaudissait avec tellement d'enthousiasme. Un placeur à proximité a dû lui rappeler gentiment de faire moins de bruit. Après la cérémonie, ils ont attendu pendant que je prenais des photos avec mes camarades de classe. Puis grand-père s'est efforcé de se mettre debout. Il a insisté pour rester debout même si cela le faisait manifestement souffrir. Il m'a pris dans ses bras. Ta grand-mère et moi sommes tellement fiers de toi, a-t-il dit. Sa voix était chargée d'émotion. Tu vas faire de grandes choses, Tyler. De grandes choses, va ajouter grand-mère dans l'un de ses moments de lucidité. Ton diplôme indique la comptabilité mais ton cœur indique la justice. Ne perds jamais cela. Nous sommes allés dîner dans leur restaurant préféré. C'était ce petit restaurant italien où ils allaient depuis les années 1970. Le propriétaire les connaissait et nous a donné la meilleure table. Personne ne nous a pressés même si nous y sommes restés pendant 3 heures. Nous avons parlé de tout. Mes perspectives d'emploi et leur santé étaient des sujets de discussion. Nous avons parlé des souvenirs de mon enfance. C'était parfait. Ce soir-là, en aidant grand-père à se coucher, il a dit quelque chose qui m'est resté en mémoire. Tes parents ne savent pas ce qu'il manque. Leur perte est immense et ils ne s'en rendent même pas compte. 3 semaines après la remise de mon diplôme, grand-père Frank est décédé dans son sommeil. J'étais dans la chambre au bout du couloir en train de travailler sur une candidature d'emploi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas entendu son habituel trajet aux toilettes de 3:00 heure du matin. Quelque chose n'allait pas. Je suis allé vérifier et je l'ai trouvé paisible. C'était comme s'il s'était simplement assoupi en lisant. Le livre qu'il lisait était une biographie de Theodore Roosevelt. Le livre était toujours ouvert sur sa poitrine. Le médecin a dit que c'était son cœur et qu'il n'avait probablement rien ressenti. Il a dit que c'était une mort aussi paisible que quiconque puisse espérer. Mais le fait que ce soit paisible ne rend pas la chose moins douloureuse. Cela ne comble pas le vide soudain de réaliser que l'on n'aura plus jamais de conversation avec la personne qui a façonné toute sa vie. Je me suis assis avec lui pendant 1 heure avant d'appeler qui que ce soit. Je lui tenais simplement la main. Je lui faisais mes adieux et je le remerciais pour tout. Grand-mère Dorothy a suivi exactement 6 mois plus tard. Les médecins ont dit que c'était une pneumonie mais je savais que c'était faux. Elle avait perdu son partenaire de 54 ans. Il était son ancre et son tout. La démence avait progressé rapidement depuis la mort de grand-père. C'était comme si le fait de le perdre avait accéléré son déclin. Certains jours elle ne se souvenait pas de moi. D'autres jours elle m'appelait Franck et avait des conversations entières avec moi comme si j'étais son mari. Son dernier jour de lucidité était environ 1 semaine avant sa mort. Elle m'a attrapé la main avec une force surprenante et m'a regardé avec une parfaite clarté. Tyler, a-t-elle dit. Elle n'était ni confuse ni incertaine. Elle était absolument claire. Tu es notre plus grand accomplissement. Pas la maison ni les propriétés. Rien d'autre. Toi l'homme que tu es devenu. Puis elle a souri. Franck et moi nous sommes assurés que tout est protégé. Tes parents ne peuvent pas y toucher. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Promets-moi juste que tu seras heureux. Promets-moi de trouver des gens qui t'aiment comme nous t'aimons. J'ai fait cette promesse à travers mes larmes. Elle est morte paisiblement dans son sommeil 3 jours avant Thanksgiving. Je lui tenais la main et je lisais à voix haute son roman policier préféré. J'aime penser qu'elle m'a entendu et qu'elle n'avait pas peur. Je veux croire qu'elle savait qu'elle était aimée jusqu'à la fin. J'étais debout à son chevet alors qu'elle poussait son dernier soupir. Je tenais sa main frêle. J'ai fait la promesse silencieuse de protéger tout ce qu'ils avaient construit. Je voulais protéger tout ce qu'ils m'avaient appris.
Ils avaient tout sacrifié pour m'offrir une vie meilleure que celle que leur propre fils avait réussi à mener. Les funérailles étaient surréalistes. Mes parents et Lindsay sont soudainement apparus. Ils étaient vêtus de vêtements noirs coûteux que je savais qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils jouaient le rôle de membres de la famille en deuil. Ils étaient particulièrement attentifs aux parents âgés et aux voisins. Ils collectaient les cartes de visite de l'avocate spécialiste des successions et du conseiller financier de mes grands-parents. C'était comme s'ils faisaient du réseautage lors d'une conférence. Papa n'arrêtait pas de demander quand aurait lieu la lecture du testament. C'était comme si nous étions dans un vieux film. Ce qu'il ne savait pas était que je travaillais déjà en coulisses depuis des mois. Environ un an avant le décès de grand-père lors d'un de ces moments de lucidité entre deux visites à l'hôpital. Il m'avait pris à part. Tyler, avait-il dit en me serrant la main avec une force surprenante. Je sais comment sont tes parents. Je ne suis pas un idiot. Ta grand-mère et moi les regardons tourner comme des requins depuis des années. Il s'était arrêté pour prendre une respiration laborieuse. Nous mettons tout dans une fiducie dont tu seras l'administrateur. C'est la seule façon de protéger ce que nous avons construit. Mais tu dois être intelligent à ce sujet. N'en parle à personne jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Nous avons travaillé avec leur avocate spécialiste des successions. Elle s'appelait Nancy Crawford et connaissait mes grands-parents depuis des décennies. Nous avions créé une fiducie inattaquable. Tout a été placé dans la fiducie familiale Frank et Dorothy Bennett. Cela incluait la maison victorienne et les 3 propriétés locatives. Les comptes d'investissement y ont aussi été ajoutés. J'ai été nommé administrateur unique avec un pouvoir discrétionnaire total sur tous les actifs. Mes parents et Lindsay n'étaient mentionnés nulle part dans les documents. Nancy avait été méticuleuse. Vos grands-parents ont été très clairs sur leurs souhaits, m'a-t-elle dit lors d'une séance de planification. Ils voulaient s'assurer que vous soyez protégés et que leur héritage ne soit pas dilapidé par des gens qui ne les ont jamais appréciés. Après les funérailles, il y a bien eu une réunion au sujet de la succession. Mais ce n'était pas la lecture dramatique dont mes parents avaient rêvé. Nancy a simplement expliqué que tous les actifs avaient été placés dans une fiducie. Elle a précisé que j'en étais l'administrateur. Elle n'a pas donné de détails sur les conditions ou la structure de la fiducie. La déception sur les visages de mes parents était à peine dissimulée. Mais ils n'ont pas fait de scène. Pas encore. Bien sûr nous comprenons, avait dit papa d'un ton suave. Ces choses prennent du temps à se régler. Nous sommes ici pour soutenir Tyler dans cette transition difficile. La traduction était évidente. Ils se regroupaient et prévoyaient leurs prochains mouvements. Pendant les premiers mois, je suis resté dans la maison victorienne. J'étais entouré de souvenirs. J'ai continué à travailler au cabinet comptable où j'avais décroché un poste juste après l'obtention de mon diplôme. Je gérais les successions et les fiducies pour les clients. L'ironie ne m'échappait pas. J'aidais d'autres familles à naviguer exactement dans ce à quoi j'étais confronté. Mes parents et Lindsay ont commencé ce que je ne peux décrire que comme une campagne de pression. Ils appelaient constamment avec des suggestions utiles sur la vente de la maison. Ils disaient qu'elle était trop grande pour une seule personne. Ils proposaient aussi la vente des propriétés locatives car le marché était très actif en ce moment. Chaque suggestion impliquait bien sûr qu'ils obtiennent une part des bénéfices. Lindsay était particulièrement agressive. Elle se présentait à l'improviste avec ses amis. Elle leur faisait visiter la maison familiale. Elle parlait de la façon dont elle prévoyait de rénover la cuisine une fois qu'elle aurait officiellement emménagé. L'audace était stupéfiante. Un après-midi, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvée en train de mesurer les fenêtres pour des rideaux. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. « Je prends juste de l'avance » a-t-elle dit joyeusement. « Cet endroit a besoin d'être modernisé et j'ai d'excellentes idées. »« Lindsay, tu ne vis pas ici. »« Pas encore » a-t-elle répondu avec ce sourire complice qui a fait bouillir mon sang. J'ai commencé à tout documenter. Je notais chaque appel téléphonique et chaque visite. J'enregistrais chaque suggestion concernant la vente d'actifs. Mon ami Owen avait fait des études de droit et s'était spécialisé dans les litiges successoraux. Il m'avait conseillé de tout documenter. Fais-moi confiance. Garde les messages et les emails. Trouve des témoins des conversations. Si cela tourne mal, tu auras besoin de preuves. Owen s'est avéré avoir absolument raison. Les vrais ennuis ont commencé environ 8 mois après le décès de grand-mère.
Je suis rentré du travail un soir pour trouver mes parents assis dans le salon. Il y avait avec eux un homme dans un costume bon marché qui s'est présenté comme étant un notaire. Papa s'est levé avec une expression triomphante. Tyler, nous avons été patients mais il est temps de faire face à la réalité, a-t-il annoncé. Cette maison est une charge trop lourde à gérer pour toi seul. Ta mère et moi avons décidé de reprendre la résidence principale pendant que tu te concentres sur ta carrière. Nous avons préparé les documents pour transférer le titre de propriété à nos noms. Nous avons juste besoin de ta signature en tant qu'administrateur pour approuver le transfert. L'audace absolue de la chose m'a laissé momentanément sans voix. Ils avaient amené un notaire chez moi sans prévenir. Ils s'attendaient à ce que je cède simplement une propriété de plusieurs millions de dollars parce qu'ils avaient décidé que c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est ma maison, ai-je dit calmement. Et je ne signe rien. Le visage de maman s'est froissé et elle s'est mise à pleurer. C'était sa tactique habituelle. Comment peux-tu être aussi égoïste? Nous sommes tes parents. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi? La question est sortie plus sèchement que je ne le voulais. Mais j'en avais fini de faire semblant. Vous m'avez déposé ici quand j'avais 5 ans et vous m'avez à peine rendu visite. Grand-père et grand-mère m'ont élevé. Ils ont payé pour mon éducation. Ils ont pris soin de moi quand j'étais malade. Ils ont été présents à chaque moment important. Où étiez-vous pendant que vous poursuiviez votre prochain grand projet? Le visage de papa a rougi. Nous sommes toujours tes parents et nous avons des droits. Cette maison appartenait à mon père. Cela signifie qu'elle devrait me revenir et non à un petit-fils qui a eu de la chance avec une fiducie. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait quand il a créé cette fiducie, ai-je répondu. Maintenant s'il vous plaît partez tous. Ils sont partis mais pas avant que papa ne promette, ce n'est pas fini. Tu vas le regretter. Les semaines suivantes ont été tendues. Mes parents ont engagé un avocat bon marché. Il a envoyé des lettres de menaces concernant la contestation de la fiducie et une influence indue. Nancy a ri quand elle les a vues. Ce sont des menaces en l'air, m'a-t-elle assuré. La fiducie a été exécutée correctement. Vos grands-parents étaient sains d'esprit et vous avez des documents attestant de leurs intentions. Ils bluffent. Mais je savais que mes parents n'en avaient pas terminé. Ils changeaient simplement de tactique. Puis est arrivée la semaine dernière. C'était la semaine qui a prouvé à quel point ils pouvaient tomber bas. J'avais pris quelques jours de congé pour rendre visite à Owen dans le nord de l'État pour son anniversaire. Quand je suis revenu le vendredi après-midi, j'ai trouvé mes parents et Lindsay debout sur mon porche. Ils avaient l'air le plus suffisant que j'ai jamais vu. Tyler a appelé maman joyeusement. Nous sommes si heureux que tu sois à la maison. Nous devons parler. Quelque chose dans leur confiance m'a immédiatement mis en alerte. Ils n'étaient ni nerveux ni en colère. Ils étaient triomphants. Nous avons fait transférer la maison à nos noms, a annoncé papa sans préambule. Tout a été transféré. Nous avons parlé avec le bureau des registres du comté et déposé tous les documents nécessaires. Tu as jusqu'à vendredi pour déménager. Nous sommes généreux en te donnant 5 jours. Mon cœur s'est arrêté. De quoi parlez-vous? Lindsay a sorti un dossier avec des documents à l'air officiel. Nous avons trouvé un juge compatissant qui a compris que la fiducie était invalide en raison d'une influence indue. La maison a été transférée au nom de papa en tant qu'héritier légitime. Tout est légal et définitif. J'ai fixé le papier qu'elle agitait. Mon esprit s'emballait. Laissez-moi voir ça. Pas besoin, a dit papa en reprenant le dossier. Tu auras des copies quand tu déménageras. Nous sommes très raisonnables à ce sujet. Tu peux prendre tes effets personnels. Mais tous les meubles et les installations restent. Ils appartiennent à la maison. C'est de la folie, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Vous ne pouvez pas simplement falsifier des documents et voler la maison de quelqu'un. Falsifier, a haleté maman la main sur la poitrine. Comment oses-tu? Tout a été fait légalement. Le comté a des dossiers. Nous avons tout déposé correctement. Ils ne mentaient pas sur le dépôt des documents. Je pouvais voir une confiance sincère sur leur visage. Ils étaient réellement allés au comté et avaient déposé quelque chose. La question était de savoir ce qu'ils avaient déposé et comment ils y étaient parvenus. J'appelle Nancy, ai-je dit en sortant mon téléphone. Vas-y, a répondu papa.
Elle te dira la même chose. La maison est à nous maintenant. Vendredi Tyler soit parti d'ici vendredi. Ils sont partis et j'ai immédiatement appelé Nancy. Elle était choquée mais pas paniquée. Ils peuvent déposer ce qu'ils veulent, a-t-elle expliqué. Cela ne le rend pas valide. Je dois voir exactement ce qu'ils ont déposé. Pouvez-vous aller au bureau des registres du comté lundi matin et obtenir des copies? Ce week-end-là a été l'un des plus longs de ma vie. J'ai à peine dormi. Je passais en revue des scénarios. J'essayais de comprendre leur angle d'attaque. Owen a conduit vers le sud samedi pour m'aider à réfléchir aux possibilités. Ils ont dû falsifier quelque chose, a-t-il dit en faisant les 100 pas dans mon salon. Peut-être qu'ils ont créé de faux documents montrant que tu as cédé tes pouvoirs d'administrateur. Ou alors ils ont falsifié les signatures de tes grands-parents sur un transfert d'acte de propriété. Dans tous les cas, c'est une fraude. Lundi matin, j'étais au bureau des registres du comté à leur ouverture. L'employé a sorti les dossiers. En effet, il y avait un nouveau dépôt de la semaine précédente. C'était un acte de renonciation transférant la propriété de la fiducie à Gerald Bennett. Il était signé par moi en tant qu'administrateur. Sauf que je n'avais jamais rien signé. La signature ne ressemblait même pas de loin à la mienne. C'est une falsification, ai-je dit à l'employé qui avait l'air mal à l'aise. Je ne peux pas faire cette détermination, monsieur, a-t-elle répondu. Vous devrez déposer une contestation par l'intermédiaire des tribunaux. J'ai obtenu des copies de tout et je les ai immédiatement envoyées à Nancy et Owen. La réponse de Nancy a été rapide. Ils ont commis plusieurs crimes majeurs. Il y a falsification et fraude. Il y a peut-être conspiration. Nous devons agir vite. Mardi matin, Nancy a déposé une requête d'urgence pour annuler l'acte frauduleux. Elle a programmé une audience pour jeudi. Elle a également contacté le bureau du procureur de district concernant d'éventuelles accusations criminelles. Pendant ce temps, j'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais. J'ai pris les documents originaux de la fiducie avec ma signature authentique pour comparaison. J'ai pris des relevés bancaires montrant que je n'avais jamais déposé d'argent provenant d'une prétendue vente de propriété. J'ai rassemblé les témoignages de mes voisins qui pouvaient confirmer que j'avais vécu de façon continue dans la maison. Owen m'a aidé à tout revoir. La chose magnifique à propos de la falsification est que c'est généralement assez facile à prouver, a-t-il dit. Il y a l'analyse de l'écriture manuscrite. Il y a le manque de registre de notarisation. Il n'y a aucune trace d'argent. Ce sont des idiots d'avoir essayé ça. Mercredi soir, j'ai reçu un appel de papa. Tyler, nous passons demain avec des déménageurs. Fais tes valises et sois prêt. Nous sommes généreux de te laisser dire au revoir à l'ancien endroit. Demain ne va pas se passer comme tu le penses, ai-je répondu. Des menaces en l'air, s'est-il moqué. Nous avons déjà parlé à une entreprise de déménagement. Tout est arrangé. Je n'ai pas discuté. Je lui ai juste dit que je les verrais demain et j'ai raccroché. Le jeudi matin est arrivé. J'étais réveillé à l'aube. L'adrénaline circulait dans mon système. Owen est arrivé tôt avec Nancy. Nous nous sommes assis dans le salon à boire du café et à attendre. À 9:00 heure exactement, un camion de déménagement s'est garé. Mes parents et Lindsay ont émergé de la voiture de papa. Ils arboraient toujours ces expressions suffisantes. Derrière eux se trouvaient 3 déménageurs. Ils avaient l'air confus quant à la raison pour laquelle ils se trouvaient dans une maison où quelqu'un vivait manifestement encore. Je suis sorti sur le porche. Owen et Nancy m'encadraient. Ils portaient tous deux des porte-documents. Le sourire de papa a vacillé quand il a vu les avocats. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé. « C'est moi qui vous informe que vous avez commis de multiples crimes et que des agents de police sont actuellement en route pour discuter de votre tentative de fraude, a dit Nancy d'un ton sec. Le visage de maman est devenu pâle. « C'est ridicule. Nous avons tout déposé légalement. » « Vous avez déposé un document falsifié, a expliqué Owen en brandissant les papiers. Cette signature n'est pas celle de Tyler. Le tampon du notaire est faux. Il n'y a aucune trace d'un quelconque échange d'argent. Vous avez littéralement falsifié sa signature sur un acte de renonciation et essayé de voler une maison de 2 millions de dollars. Lindsay, qui avait été si confiante, a soudainement eu l'air de vouloir vomir. Papa, tu avais dit que ça marcherait. Tu avais dit que l'avocat t'avait dit que c'était légal. Quel avocat, ai-je demandé.
Parce que Nancy ici présente est la véritable avocate de la succession et elle ne vous a certainement pas aidé à commettre une fraude. C'est à ce moment-là que le masque de papa s'est finalement fissuré. Espèce d'ingrat. Nous sommes tes parents. Cette maison devrait être à nous. Ton grand-père était mon père et il a choisi de tout laisser à Tyler parce qu'il savait exactement ce que vous êtes. Nancy l'a interrompu. Maintenant vous pouvez partir volontairement ou vous pourrez vous expliquer devant la police. Comme sur un signal, 2 voitures de police se sont arrêtées. Les officiers avec qui j'avais travaillé lors du dépôt du rapport de fraude en sont sortis. J'avais passé l'après-midi de mardi au poste de police pour tout passer en revue avec eux. Ils avaient été à juste titre consternés par le stratagème de mes parents. Les déménageurs ont réalisé qu'ils avaient été pris dans quelque chose de criminel. Ils sont rapidement remontés dans leur camion et sont partis. On ne peut pas les en blâmer. Ce qui a suivi a été un chaos magnifique. Les officiers ont demandé à mes parents d'expliquer comment ils avaient obtenu l'acte de renonciation. Papa a essayé de faire de l'esbrouf en parlant d'avoir un droit légal sur la propriété de son père. Maman a commencé à pleurer. Elle disait qu'on leur avait conseillé que les documents étaient légitimes. Lindsay restait plantée là. Elle avait l'air choquée. Elle réalisait enfin les conséquences de leurs actes. L'officier a demandé à voir leurs documents. Quand papa a remis le dossier à contre-cœur, l'officier l'a examiné et a secoué la tête. Monsieur, c'est clairement une falsification. La signature ne correspond pas à la signature de la fiducie dans le dossier. Le tampon du notaire n'est enregistré auprès d'aucun notaire dans ce comté. Il n'y a aucune trace de l'approbation de ce transfert par l'avocat de la fiducie. Mais nous l'avons déposé auprès du comté, a protesté maman. Déposer un document frauduleux reste une fraude, madame, a répondu l'officier. Vous pouvez déposer tout ce que vous voulez mais cela ne le rend pas légal. Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Hélène Martinez en est sortie. C'était l'aide à domicile qui était restée avec mes grands-parents pendant leurs dernières années. Elle avait entendu parler de cette situation par des amis communs. Elle avait proposé d'apporter son témoignage sur les intentions claires de mes grands-parents et l'absence de mes parents pendant leurs dernières années. Ces gens, a dit Hélène en montrant mes parents du doigt. Ils ont rendu visite peut-être 4 fois au cours des 2 dernières années de la vie de Frank et Dorothy. Chaque visite se terminait par des questions sur l'argent ou la propriété. Tyler était là tous les jours. Il les a nourris et les a lavés. Il a géré leurs médicaments. Il leur a tenu la main quand ils avaient peur. Ces gens formidables savaient exactement ce qu'ils faisaient quand ils ont créé cette fiducie. Maman a essayé de l'interrompre mais Hélène n'a rien voulu savoir. Elle tenait profondément à mes grands-parents et était clairement furieuse pour eux. Dorothy m'a dit un jour vers la fin que sa plus grande peur était que son fils ne vole Tyler après son départ. Elle m'a dit que nous devions protéger notre garçon. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les officiers ont informé mes parents qu'ils étaient accusés de tentative de fraude et de falsification. Il y avait aussi une accusation de conspiration. On leur a lu leurs droits et on les a emmenés au poste de police pour la procédure. Lindsay était techniquement une complice mais n'avait rien signé elle-même. On lui a dit qu'elle serait probablement appelée comme témoin. Alors qu'on les emmenait, papa s'est retourné une dernière fois. Tu es mort pour nous. Tu m'entends? Mort? Je suis mort pour vous depuis que j'ai 5 ans, ai-je répondu calmement. Ce n'est rien de nouveau. Après leur départ, je suis resté là sur le porche à essayer de digérer ce qui s'était passé. Nancy a posé une main sur mon épaule. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vos grands-parents seraient fiers. Et sur le plan légal, tu es complètement protégé, a ajouté Owen. Cette fiducie est inattaquable. Maintenant ils ont un casier judiciaire qui empêchera toute contestation future. Hélène s'est approchée et m'a pris dans ses bras. Frank et Dorothy t'aimaient tellement. Ils parlaient de toi constamment. Ils disaient à quel point tu étais intelligent et gentil. Tu étais la seule famille qui comptait pour eux. Cette maison est à toi parce que tu l'as méritée par l'amour et non pas parce que tu l'as exigée. Les suites judiciaires ont pris plusieurs mois. Mes parents ont été reconnus coupables de fraude et de falsification. Les preuves étaient accablantes. Ils ont été condamnés à une mise à l'épreuve et à des amendes. Ils ont reçu l'ordre de payer une restitution pour les frais juridiques qu'ils m'avaient causés. Le juge a été particulièrement sévère. Il a souligné que tenter de voler leur propre fils aggravait les choses. Cela ne les améliorait pas.
Lindsay n'a jamais été formellement inculpée. Elle a cependant dû faire une déposition concernant son rôle. Il s'est avéré qu'elle était au courant de la falsification. Elle s'était convaincue que c'était techniquement légal parce que papa n'arrêtait pas de le dire. Elle s'est excusée plus tard dans un bref email mais je n'ai pas répondu. Certains ponts une fois brûlés ne valent pas la peine d'être reconstruits. Vivre seul dans la maison que mes grands-parents ont remplie de chaleur a été à la fois réconfortant et douloureux. Chaque pièce renferme des souvenirs. Je revois grand-père lisant dans son fauteuil préféré près de la cheminée. J'entends grand-mère fredonnant dans la cuisine en préparant le dîner du dimanche. Je me souviens des deux dansant lentement sur de vieux disques quand ils pensaient que j'étudiais à l'étage. Le silence a été accablant au début. Je me suis surpris à leur parler à voix haute. Je leur demandais conseil ou je partageais simplement ma journée. Parfois je jure que je peux entendre le rire grave de grand-père ou percevoir le léger parfum de grand-mère. Environ 6 mois après la confrontation, j'ai pris une décision importante. J'ai utilisé une partie des actifs de la fiducie pour créer un fonds. J'ai créé le fonds de bourse d'études Frank et Dorothy Bennett dans mon ancienne université. Il est dédié au soutien des étudiants intéressés par la comptabilité et la protection financière des populations vulnérables. Cela m'a semblé juste. C'est une continuation de leur esprit généreux et une façon de créer quelque chose de positif à partir de la douloureuse histoire de notre famille. Quant à mes parents, je n'ai eu aucun contact avec eux depuis ce jour sur le porche. Parfois je vois leur nom dans mon dossier de courrier indésirable où je remarque un appel manqué provenant d'un numéro inconnu. J'ai fait la paix avec la probabilité que nous n'aurons jamais de relations saines.